Bonjour Paul Devin, vous êtes président de l'Institut de recherche de la FSU. Vous avez participé en tant que tel avec notre revue La Pensée et l'Institut CGT d'Histoire sociale au numéro 412 de notre revue dont le dossier s'intitule Syndicats et mutation du capitalisme, dans lequel vous avez livré deux articles. Alors on va commencer par le premier, syndicalisme et précarisation dans la fonction publique qui lui prend place dans le dossier. Vous expliquez que ce qui caractérise la période actuelle n'est pas tant le recours au contractuel que les raisons de ce recours. Quelle est la nature de ce changement? Bon, il y a eu des époques où le nombre de contractuels était plus élevé qu'aujourd'hui, hein, et dans des conditions de précarité qui n'étaient pas beaucoup plus enviables. Mais le contractuel restait une sorte de compensation nécessaire d'un besoin que les circonstances rendaient particulièrement élevé, par exemple lors de la massification de l'accès au collège, ou que l'insuffisance d'investissement rendait nécessaire. Alors qu'aujourd'hui, le recours à ces emplois précaires est une sorte de préfiguration d'une nouvelle conception de la fonction publique qui veut s'affranchir du statut, des règles qui régissent la carrière, qui veut se débarrasser des concours de recrutement, et tout cela pour se focaliser sur une gestion flexible des emplois, capable des habiletés gestionnaires, comme le dit la langue néolibérale. À entendre les justifications de ceux qui défendent cette transformation, il s'agirait essentiellement d'améliorer le service public en le mettant davantage en phase avec la réalité des besoins et des demandes des usagers, en rationalisant ses modes d'action avec l'ambition de faire mieux pour moins cher. Mais quand on observe les effets actuels de ce recours croissant à la contractualisation, on est quand même un peu sceptique quant à la réalité de ces effets qualitatifs. En revanche, on perçoit bien les effets de la précarisation croissante sur les conditions de travail, sur une évolution autoritariste des rapports hiérarchiques. On voit bien comment c'est en train de modéliser une autre conception du métier enseignant qui voudrait bien le limiter à la mise en œuvre applicationniste de procédures prescrites. Une véritable économie budgétaire en matière de formation et une véritable aubaine pour les visées autoritaristes qui rêvent d'assujettir les fonctionnaires du fait de cette précarisation de leurs emplois, de la soumission de leur affectation et de leurs avancements à la vie de leurs supérieurs. Tout ça pour un incroyable retour en arrière, semble prêt à mettre à bas la longue évolution historique qui avait pourtant réussi à construire une fonction publique démocratique et efficace. Alors justement, une telle transformation dans l'organisation du travail ne va-t-elle pas nécessiter des adaptations majeures pour les syndicats? Alors c'est vrai que pendant longtemps, la revendication de la titularisation des contractuels constituait l'objectif essentiel du travail syndical. Et sans doute aux dépens de la prise en compte des réalités de travail des précaires. Je crois vraiment que les choses ont changé. Par exemple, la syndicalisation encore timide, mais croissante des AESH a entraîné un traitement spécifique de leurs intérêts individuels et collectifs. Il faut dire qu'on peine souvent à croire que parmi les agents employés par l'État, il existe un nombre croissant de personnes dont les revenus, du fait de salaires faibles et de temps de travail partiel contraints, sont en dessous du seuil de pauvreté. Il est donc impératif de défendre leurs intérêts actuels et maintenant. Pour autant, on ne peut pas abandonner la perspective d'une revendication de leur titularisation. C'est compliqué, bien sûr, parce que d'une part, il y a l'urgence de leur précarité actuelle qui nécessite qu'on y consacre nos luttes, mais d'autre part, parce que la perspective de titularisation ne constitue plus une volonté toujours évidente pour eux, y compris parce que les discours de sens commun ne cessent d'instiller des doutes et que les politiques en œuvre leur proposent des leurs. Mais nous devons réussir à convaincre que la défense politique du statut, celle qui porte notre vision démocratique, égalitaire du service public, offre le meilleur cadre à la défense syndicale des non-titulaires. Alors, dans ce même numéro de La Pensée, vous présentez un deuxième article qui présente l'Institut de recherche de la FSU et on a publié depuis quelques numéros effectivement des présentations de collectifs de recherche qui s'inscrivent dans une visée progressiste. Alors, quelles sont les finalités de l'Institut de recherche de la FSU? Alors, on avait une collection d'ouvrages publiés par notre institut qui s'appelait Comprendre et agir. Et en fait, on pourrait dire que la formule résume la finalité de notre institut, comprendre et agir.
permettre aux militants de la FSU de disposer de ressources capables de les aider à analyser, à penser leurs actions. On n'a évidemment aucune prétention à imposer quelque vision que ce soit, mais seulement à éclairer la réalité du monde social et syndical par des recherches dont la singularité est qu'elles associent chercheurs et militants et interrogent les enjeux essentiels du syndicalisme, et tout particulièrement les enjeux les plus récemment intégrés dans nos préoccupations, comme par exemple les questions d'écologie et de justice sociale, de féminisme, de précarité de l'emploi public. Alors, c'est compliqué parce que l'engagement syndical conjugué à l'exercice du métier, on le sait, laisse peu de temps aux militantes et aux militants. Ça oblige à des formes de travail qui doivent être très attentives à cette dimension-là des choses, faute de quoi on deviendrait une association de retraités. On voit bien dans un moment comme celui que nous vivons actuellement, avec cette formidable mobilisation contre le projet de loi sur les retraites, que l'enthousiasme militant de l'action, qui est une force essentielle, ne peut suffire. Il doit se nourrir d'une culture syndicale qui va l'aider à dépasser les visions souvent dualistes, souvent caricaturales, que nous renvoie une partie de la presse et du débat politique, souvent très imprégné de doxa néolibérales. Nous résistons à tout cela par l'affirmation de la nécessité d'un débat qui, au sein de notre institut, se veut à la fois pluraliste, exigeant, et qui ne se résoudra jamais à répondre à la complexité par une simplification dogmatique ou une stratégie opportune. Le premier président de l'Institut, qui s'appelait Louis Astre, parlait de produire des savoirs dont il disait qu'il voulait qu'ils soient à la fois unifiants, mais aussi capables de poser des questions nouvelles, libres et ouvertes. C'est une belle conclusion qui nous invite à aller voir de plus près vos 2 articles. Je rappelle qu'ils sont disponibles pour être commandés en version imprimée auprès de la Fondation Gabriel Péri ou sur la plateforme Kern pour l'achat à l'article. Merci Paul Devin. Merci.